Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Groux, j'espère que vous allez bien. Le vidéo traite de la chronologie de l'Égypte ancienne et durant celui-ci, je vais traiter des principales périodes, des principaux pharaons ainsi que de leurs faits marquants. Et puis je vais aussi parler des principales divinités de l'époque. Bon visionnement! L'ancienne Égypte, dans mes mots à moi, je dirais que ça correspond à l'ère des pharaons. C'est quoi un pharaon? C'est un roi qui a un pouvoir absolu, voire même dictatorial sur toutes les dimensions de la société et qui a un statut de divinité. Le premier pharaon a été Narmer et 3000 ans plus tard, la dernière pharaon a été Cléopâtre. Donc, il y a eu plus de temps dans l'ancienne Égypte que le moment où on existe et celui où Jésus-Christ a existé. C'est une longue période. On peut la subdiviser en sous-périodes, où est-ce qu'on va trouver une certaine stabilité, une certaine continuité, et où est-ce que le pharaon va pouvoir être en mesure de gouverner l'entièreté de l'Égypte. Celles-ci vont être entrecoupées de périodes intermédiaires, où est-ce que le pharaon ne sera plus capable d'avoir l'emprise sur l'entièreté de son pays, ou que tout simplement des étrangers ont envahi l'Égypte et vont gouverner le pays. Avant de vous parler de la période archaïque, je vais mettre les choses en perspective puis vous présenter ce qu'est l'Égypte juste avant le couronnement du premier pharaon Narmer. Il y a un peu moins que 1 million d'habitants qui habitent en Égypte. Si on exclut les gens qui habitent dans le désert, qui sont peu nombreux, les deux tiers vont habiter dans le royaume du Sud, dans la vallée du Nil. Le tiers va habiter dans la vallée du Delta au nord. Un roi va avoir le pouvoir absolu, comme je l'ai mentionné précédemment. Dans la pyramide sociale, juste en dessous du roi, il va y avoir les prêtres. C'est eux qui sont les plus éduqués, c'est eux qui vont gérer l'administration publique, c'est aussi eux qui vont gérer l'armée. Il va y avoir certains corps de métiers plus spécialisés, notamment dans les grandes villes. La plus grande ville à ce moment-là, c'est Hierakonpolis, qui va compter environ 150 000 habitants. Jusqu'à l'ère industrielle, le métier le plus populaire a été celui de fermier. Mais spécialement, comme je disais, dans ces grandes villes-là, il va y avoir des artisans, des fabricants de poterie, des gens qui vont s'occuper des brasseries et des boulangeries aussi. Un autre corps de métier va être celui des militaires. À ce moment-là, le principal partenaire commercial de l'Égypte va être la Mésopotamie, qui est un peu plus avancé que l'Égypte, notamment au niveau agriculture et au niveau, je dirais pas du langage, là, mais de l'écriture. C'est eux qui ont développé les cunéiformes, dont les Égyptiens vont certainement s'en inspirer pour développer leur alphabet, qui va être les hiéroglyphes. On se retrouve dans une situation où le roi est au sommet de la hiérarchie sociale avec un pouvoir dictatorial. Juste en dessous, il y a les prêtres qui sont en bonne position aussi. Donc, ces deux parties-là ont tout intérêt à ce que le statu quo persiste et que les choses ne changent pas. Je dirais qu'avec son pouvoir dictatorial, le risque est moins au niveau du roi, mais plutôt au niveau des prêtres qui ne veulent pas aller labourer comme les fermiers le font ou mettre leur vie à risque en joignant l'armée. Donc, ils vont proposer au roi, qui va accepter, que sa position sociale, en plus d'être un roi, va être une divinité, va être l'incarnation terrestre du dieu faucon Horus.
Donc, le roi ne perd rien, en fait, dans cette situation-là. Ça flatte son ego. Et puis, étant un dieu, il va avoir intérêt à promouvoir l'existence des autres dieux parce que ça va légitimer le fait que lui-même étant un dieu, puis ne permettra pas que la population ne croit pas en son statut de divinité ou remette en doute l'existence des autres dieux. Fait que ça va faire en sorte que ça va sécuriser l'emploi des prêtres, puis ça va sécuriser en fait le statu quo au sommet de la hiérarchie sociale. Comme mentionné précédemment, le premier pharaon a été Narmer. Et pourquoi? C'est le premier pharaon à avoir porté la couronne blanche et haute du royaume du Sud, c'est de là qu'il vient, et aussi la couronne rouge et basse du royaume du Nord, ce qui nous confirme qu'il avait l'emprise sur l'ensemble du territoire, condition essentielle pour être un pharaon. Avant lui, le roi Scorpion II avait en fait est considéré comme un roi, puisque oui, il avait déjà porté la couronne haute et blanche du royaume du Sud, mais on n'a jamais trouvé aucune preuve archéologique comme quoi il avait déjà porté la couronne rouge du Nord. La divinité la plus importante de la période archaïque, et même avant, c'était le dieu faucon, Horus, qui était le dieu des pharaons. Pour que la propagande fonctionne, il faut répéter souvent. Alors pour cette raison, c'est pour ça que le nom du pharaon était inscrit dans un sérec, une forme rectangulaire, et puis au-dessus de celui-ci, on retrouve le dieu faucon Horus. Il faut absolument que la population assimile que le pharaon est bel et bien la représentation terrestre du dieu Horus. On retrouve le faucon autant sur la fresque murale de Scorpion 1 que sur la palette de Narmer, puis pour les sérèques aussi des prochains pharaons de la période archaïque. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la période archaïque? C'est la première période, comme je disais, où le pharaon va gouverner l'ensemble du pays. Il y a quand même 650 km entre les deux anciens royaumes. Les principaux moyens de locomotion sont la marche ainsi que le bateau. Il faudra attendre environ 1200 ans avant l'utilisation du cheval, puis environ 2000 ans avant l'utilisation du chameau. Donc, en termes de rapidité pour recevoir l'information et puis pour implémenter des décisions, ça va quand même être une chose qui va être difficile. Il y a très peu de grands monuments qui ont été construits lors de cette période-là. Les principaux vont être des temples funéraires des premiers pharaons. Malheureusement, aujourd'hui, il ne reste que des ruines. La période qui suit, la période archaïque, c'est l'Ancien Empire. Lors de l'Ancien Empire, la bureaucratie est de plus en plus efficace. La centralisation du pouvoir fonctionne. Le pharaon est en mesure de taxer sa population et il va s'enrichir. Puis, ceux qui ont accumulé suffisamment de richesses vont être capables de construire des monuments gigantesques, incluant les grandes pyramides. Mais avant d'aller là, faisons un pas en arrière pour voir qu'est-ce que les Égyptiens ont fait avec les personnes qui meurent autour d'eux, les défunts. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, les hommes enterraient les corps morts de leurs proches en dessous du sable. Les humains, c'est des êtres sensibles. On voulait pas voir un de ses proches se faire manger par un vautour ou par un hyène à proximité. Cependant, des fois, avec le vent, ça balayait le sable au-dessus des corps. Donc, ils ont mis des pierres par-dessus pour contrer ce problème-là.
La prochaine innovation, les hommes vont être enterrés dans des tombes qui sont faites d'argile, donc des formes rectangulaires. Puis ils vont se faire enterrer aussi avec des objets de la vie courante, puisqu'ils croyaient que dans l'au-delà, il allait avoir besoin de ces mêmes objets-là. Les plus riches avaient plus d'objets, et puis au lieu d'être seulement une tombe, ces caveaux-là, avec le temps, ont eu plusieurs pièces, comme l'équivalent d'une petite maison souterraine. La prochaine innovation va être de construire un temple, euh, un petit temple, je dirais, qui est appelé Mastaba, qui veut dire banc, au-dessus de la tombe des défunts. Puis ça permettait aux membres de la famille puis aux proches de venir se recueillir au-dessus du corps du défunt. Euh, un des pharaons de l'Ancien Empire, qui s'appelait Djoser, a demandé à son architecte Imhotep de construire un mastaba au-dessus d'un mastaba. Donc d'empiler deux mastabas, un par-dessus l'autre, pour créer l'effet de marche. Chose qu'il a fait, il a réussi. Et puis, il a décidé d'agrandir la structure et puis d'empiler plusieurs mastabas pour finalement créer une structure qui ressemble à une pyramide à niveau, 6 marches qui montent vers le ciel. Ça a été la première pyramide, une soixantaine de mètres, donc c'était vraiment un bel accomplissement. Les pharaons qui ont suivi, Kaba, Sekemket puis Uni, ont essayé aussi de répéter l'exploit et même de faire mieux, puis malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi. Le pharaon qui a suivi Uni, c'est son fils Sneferu. Sneferu a eu de grands succès militaires. Il est allé en Libye, il a réussi à capturer des dizaines de milliers de prisonniers, un nombre équivalent aussi de bovins. Il s'est rendu au sud, il y a eu des succès militaires en Nubie aussi. Il a fait un pacte avec les Nubiens, c'est-à-dire que sous une condition que les Nubiens allaient donner des redevances en or à l'Égypte, l'Égypte était d'accord pour ne pas envahir la Nubie. Il s'est aussi rendu dans le Sinaï pour y récolter une pierre précieuse qui s'appelle la turquoise. Comme les pharaons de cette époque-là, Sneferu voulait aussi avoir une pyramide comme monument funéraire. Il s'est rendu à Médum. Malheureusement, ce fut un échec. L'angle de montée de sa pyramide était trop élevé. Et puis en plus, il a construit sur un sol qui n'était pas assez stable. Et puis la structure s'est effondrée sur elle-même. Les ruines mesurent quand même 65 mètres de hauteur, mais ça correspondait pas à l'image qu'il avait en tête. Alors, il a demandé à ses hommes de lui construire une deuxième pyramide. Cette fois-ci, il a choisi le site de Dashur. Il y avait plus de pierres présentes sur ce site-là. Et puis, il a construit sur un sol plus stable. Il a nivelé une surface rocheuse. Il a monté l'angle de sa pyramide avec un angle moins élevé. Malgré tout, cet angle-là s'est avéré être trop élevé. Puis il a dû modifier l'angle de 54 à 44 degrés. Plus ou moins en plein milieu de la pyramide. Pour ce qui est de sa chambre funéraire, à l'intérieur, les murs commençaient à craquer. La structure n'était pas totalement stable. Donc, ils ont dû insérer des poutres de cèdre qui étaient importées du Liban pour solidifier la structure. Malgré tout, malgré que c'était pas l'image qu'il y avait d'une pyramide dans le guillemets parfait, c'est quand même une structure de 105 mètres de hauteur.
1,2 million de mètres cubes de pierre ont été transportés. Mais c'est ça, Sneferu était assez riche puis avait encore assez de capital politique pour convaincre ses hommes pour une dernière tentative de construire une pyramide parfaite, toujours sur le site de Dashur. Puis pour sa troisième tentative, eh bien, ce fut un succès avec la pyramide rouge. L'angle de montée est constant, environ 44 degrés. 105 mètres de hauteur environ comme la pyramide rhomboïdale, sa deuxième tentative. Cette fois-ci, 1,7 million de mètres cubes de pierres ont été transportés. Donc, si on additionne la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge, ça fait 2,9 millions de mètres cubes de pierres transportées. Et puis, c'est un total qui est plus grand que celle de la grande pyramide de Khéops, qui est 2,6 millions de mètres cubes. En équivalent de tonnes, 6 millions de tonnes pour la grande pyramide de Khéops et 6,7 pour les deux dernières pyramides de Sneferu. Pour avoir trouvé la recette gagnante pour la construction d'une pyramide, pour ses succès militaires aussi, à mon humble avis, Sneferu est le plus grand des pharaons de l'Ancien Empire. Avant d'aller plus loin, c'est important de mentionner que lors de la construction de pyramides, de temples ou d'obélisques, les Égyptiens ne vont pas garder de traces de comment ils réalisent ces monuments-là. C'est une chose qui va être transmise de bouche à oreille. C'est un peu comme une recette secrète. Sneferu, lors de son règne, qui a été relativement long, a eu plus qu'un vizir. Un vizir, c'est un genre de premier ministre, un genre de bras droit opérationnel qui va aider le pharaon à réaliser ses objectifs. Lorsqu'un pharaon veut se faire construire une pyramide, l'objectif principal du vizir va être de réaliser la construction de ladite pyramide. Sneferu, qui a réussi la construction de la pyramide rouge, va le faire avec un vizir qui s'appelle Khénefer, qui est un de ses fils d'ailleurs. À la mort de Sneferu, le pharaon qui va suivre va être un autre de ses fils qui va être Khufu, ou en grec Khéops. Et puis, Khufu va utiliser le même vizir que son père, Khénefer, et va aussi lui demander de lui construire une grande pyramide, en fait, la grande pyramide à Memphis, à Gizeh. Chose qui va réussir. Khufu va avoir un fils qui va s'appeler Khafre, qui va être aussi pharaon, et il va aussi demander à son vizir, qui va être aussi relié de façon à l'arbre généalogique plutôt qui part de Sneferu. Donc le savoir va encore une fois se transmettre et va permettre à Khafre de se construire une grande pyramide aussi. L'histoire se répète, Khafre a un fils qui s'appelait Menkar qui va aussi avoir une pyramide à côté de ceux de Khafre et de Khufu. Un petit mot sur la grande pyramide de Khufu. C'est la dernière des anciennes merveilles à être encore intacte à nos jours. Elle mesure 145 mètres de hauteur, puis ça a été pendant 4000 ans le monument le plus haut du monde. Il a fallu attendre 1311 pour que la cathédrale Lincoln au Royaume-Uni lui enlève son statut. Si on prend comme hypothèse, en fait, il y a eu 2,5 millions de blocs qui ont été posés. Si on prend comme hypothèse qu'elle a été construite sur une période de 25 ans, par des fermiers qui étaient disponibles 4 mois durant l'année, lors de la période où le Nil est inondé et que les champs ne sont pas praticables, ça nous donne environ 822 blocs qui sont posés à chaque jour. Puis si on a 3 équipes de fermiers
qui travaillent des chiffres de 8 heures par jour. Donc, il y a des fermiers qui travaillent 24 heures sur 24 sur la Grande Pyramide. Ça nous donne un bloc qui est posé à chaque 105 secondes. Si en fait on n'a pas 3 équipes mais une seule équipe, ça nous fait un bloc qui est posé et taillé à chaque 35 secondes. Et puis si on prend l'hypothèse que ce ne sont pas des fermiers qui ont fait la Grande Pyramide, mais plutôt des travailleurs qui travaillaient 12 mois par année à ce projet-là, et puis qu'on avait 3 équipes qui travaillaient pendant 8 heures chacune par jour, donc il y a des employés 24/7, ça nous donne un bloc qui est taillé, posé à chaque 315 secondes, donc à peu près à chaque 5 minutes. Avant de terminer avec l'Ancien Empire, je vais vous parler des pharaons Userkaf et puis Unas. Userkaf, ça a été le premier pharaon à construire un temple solaire, c'est-à-dire un temple qui va vénérer le dieu soleil Ra. Les 5 prochains pharaons qui vont suivre vont tous construire un temple solaire, et puis ils vont tous avoir le nom Ré dans leur nom. Là. Par exemple, Saouré, Néferikare, etc. C'est vraiment un point tournant dans le sens que le dieu le plus important jusqu'à ce point-là, c'était le dieu Faucon Horus. Celui qu'il fallait qu'on associe l'image du pharaon à celui d'une divinité. Mais il y a vraiment un passage du flambeau. Le dieu le plus important, c'est maintenant le dieu soleil, Ra. L'image que le pharaon est un dieu est assimilé depuis assez longtemps. On est prêt à passer à autre chose. Un pharaon qui va suivre va s'appeler Unas. Et puis ce qu'il y a de particulier avec le pharaon Unas, c'est qu'il décide de mettre dans sa pyramide des textes sacrés qui va protéger son esprit puis qui va l'aider à atteindre le paradis. Avant Unas, il n'y avait aucun pharaon qui avait mis de telles écritures sacrées dans leur monument funéraire. Et puis pour cette raison-là, ben c'est impossible ou voire très 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 peu probable que dans une chambre secrète de l'ancienne pyramide, de l'ancienne grande pyramide, on retrouve de telles écritures. D'ailleurs, si vous y allez par vous-même, vous allez constater qu'il n'y en a pas. Le dernier pharaon de l'Ancien Empire va être Pépi II. Son règne a débuté lorsqu'il avait seulement 4 ans, puis celui-ci a duré 90 ans. Il était certainement affaibli par l'âge à la fin de son règne, et puis malheureusement pour lui, sa capacité d'influence s'est amenuisée, et puis va être trop petite pour gouverner l'ensemble du pays. À sa mort, c'est le début de la première période intermédiaire où les rois ne seront plus en mesure de gouverner l'ensemble de l'Égypte. C'est plutôt des gouverneurs et des prêtres locaux qui vont gouverner certaines parties du territoire en conjonction avec un roi. Ça crée un certain chaos pour l'armée. Auparavant, celle-ci était seulement en dessous du pharaon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, le roi n'a plus accès à la même protection, je dirais. Et puis, un égyptologue de la période grecque qui s'appelle Manetho va rapporter qu'il y a eu 70 rois en 70 jours. C'est probablement une exagération, mais ça montre qu'il y a un assassinat systématique des rois à cette période-là. Auparavant, l'économie était en dessous ou était seulement gouvernée par le pharaon. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gouverneurs et les prêtres vont percevoir des recettes de taxation sur leur population, puis ces derniers vont être soit inexpérimentés ou corrompus, puis ils vont garder pour eux les procédés de la taxation.
C'est important de noter que la taxation ne sera pas sous forme d'argent. L'argent, ou plutôt la monnaie, va seulement être introduite en Égypte lors de la fin de la basse période et vraiment utilisée de façon élargie lors de la période grecque. Donc, les taxes vont être perçues sous forme de ressources. À ce moment-là, on a aussi, au niveau du climat, des périodes où est-ce que la crue du Nil va être inférieure à la moyenne. Ça occasionne moins de production agricole. Et puis, il va y avoir aussi des périodes de famine dans la population. Donc, une armée qui est moins performante, qui est dispersée, des gouverneurs corrompus qui vont percevoir pour eux les recettes fiscales et puis des périodes de famine, ça va créer le chaos puis une révolte chez la population. Les habitants vont aller piller les temples et les pyramides pour voler les trésors des pharaons. Un détail qui est important d'ajouter ici, c'est que le roi, puisqu'il n'a plus autant de ressources qu'avant, et puisqu'il n'a plus autant de personnel militaire en dessous de lui, ne sera plus en mesure de payer des gens pour garder les pyramides et les temples à l'abri des voleurs. Et puis c'est pour cette raison-là qu'ils seront pillés. La première période intermédiaire a duré environ une centaine d'années. Un roi du nom de Montu Hotep, Montu c'est le dieu de la guerre, puis Hotep veut dire est satisfait. Donc Montu Hotep c'est un roi qui vient du sud et puis qui a réussi à monter au nord et de conquérir l'ensemble des régions. Et avec lui débute le Moyen Empire. C'est la deuxième période faste de l'Égypte ancienne. Montuhotep a eu des succès militaires. Il va réussir à conquérir les territoires perdus en Nubie. Et puis, ça va enrichir l'Égypte. Avec ces richesses-là, il décide de se faire construire un gros temple mortuaire à Deir el-Bahari. Un élément marquant du Moyen Empire a été l'écriture des textes des sarcophages. Pour bien comprendre d'où est-ce que ça vient, faisons un retour en arrière. Une chose qui est importante qui s'est passée lors de la période intermédiaire, c'est que les gens ordinaires ont eu accès aux temples et puis aux pyramides qui étaient auparavant strictement réservées aux pharaons puis aux prêtres. Ce qu'ils ont pu découvrir dans les pyramides, dont celle de Unas, c'est les textes sacrés qui protègent l'esprit des défunts et puis qui facilitent leur accès au paradis. Eh bien, ça a démocratisé en fait les textes sacrés. Et puis, les plus riches Égyptiens ont fait écrire dans leur cercueil en bois ces mêmes écritures-là pour protéger leur esprit et faciliter leur passage vers le paradis. Fait que cette démocratisation-là des textes funéraires, ça a fait en sorte qu'il y a eu un plus grand nombre de textes qui ont été conçus. Puis ça a été, si on veut, l'apogée au niveau de l'écriture à ce moment-là. Et puis ça l'a servi en fait comme période de référence pour les futures périodes. Une chose à noter aussi, c'est que les derniers pharaons du Moyen Empire ont tous une expression relativement sérieuse sur leur statut et n'affichent plus les sourires d'antan. À la fin du Moyen Empire, qui a duré environ 200 ans, le pharaon est de moins en moins capable d'accumuler des richesses. Les richesses vont être distribuées de façon plus uniforme dans la société. Et puis le pharaon perd de son influence et n'est plus capable de diriger le pays dans son entièreté.
Lors de la période, en fait au début de la deuxième période intermédiaire, il y a une forte vague migratoire de gens qui viennent de la Syrie et de la Palestine qui sont nommés Hyksos. Plus ça avance, plus les Hyksos ils sont nombreux. Ils s'établissent au début dans la vallée du Delta au nord. Et puis à un certain point, ils sont tellement nombreux, ils vont simplement élire un des leurs comme étant roi. Et puis ils vont s'emparer du pays jusqu'à la ville d'Abydos. L'Égypte est pas ce qu'elle a déjà été à ce moment-là. Les Nubiens en profitent au sud et puis vont s'emparer du territoire jusqu'à Aswan. Donc, les Égyptiens qui restent vont évidemment habiter entre Aswan et puis Abydos et vont devoir payer une redevance au roi Hyksos à ce moment-là. Il n'y a pas eu que du mauvais lors de cette période-là, parce que les Hyksos vont introduire en Égypte les chevaux domestiques ainsi que la charrette. À la fin de la deuxième période intermédiaire, le roi Hyksos Apophis va communiquer avec le roi du petit territoire égyptien Seqenenre-Tao pour lui dire que les hippopotames qui se baignent à Thèbes, qui est la capitale de l'Égypte, font trop de bruit et m'empêchent de dormir dans ma ville lointaine d'Avaris. C'est un message qui est provocateur, évidemment. Et puis, ça se produit à un moment où est-ce qu'il y a eu plusieurs famines dans le territoire égyptien. Et puis, la grogne populaire va s'accentuer. Et telle une goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien, le vase a débordé. Seqenenre Tao va organiser une révolte, une rébellion, et va essayer d'en finir avec le roi des Hyksos. Malheureusement pour lui, il va périr au combat, puis ses efforts militaires ne seront pas à la hauteur de son plan initial et les Hyksos vont être gagnants. Ces derniers sont un peu tannés des Égyptiens, vont vouloir communiquer avec les Nubiens pour créer une alliance et puis pour battre l'Égypte et puis se séparer le territoire en deux. Malheureusement pour les Hyksos, leur messager est tué. Et puis l'effort de guerre commencé par Seqenenre Tao va être poursuivi par son fils Kamos. Kamos va avoir certains succès au sud, il va se rendre jusqu'à Bouen, malheureusement ne réussira pas à vaincre les Nubiens et ne réussira pas non plus à faire tomber les Hyksos au nord. Par contre, l'effort de guerre est poursuivi par son frère Amos, qui est aussi le fils de Seqenenre Tao. Le nom Amos veut dire la lune est née. A veut dire lune et puis Mos veut dire aîné. Après 15 ans de combat, Amos est finalement victorieux et finit par repousser les Hyksos du territoire. Et va aussi réussir à repousser les Nubiens et à regagner tous les territoires perdus en Nubie. Et c'est le début du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est la troisième période faste de l'Égypte ancienne. C'est l'apogée des conquêtes militaires. C'est l'apogée de la richesse. Puis excluant la construction des grandes pyramides, c'est aussi l'apogée de la construction des grands temples en Égypte. Avant de parler des pharaons du Nouvel Empire, faisons un retour en arrière. Le premier pharaon qui réussit à unifier l'Égypte, Narmer, venait de la région du Sud, du royaume du Sud plutôt. Le deuxième roi qui a réussi à unifier l'Égypte et mettre fin à la première période intermédiaire, c'était Montuhotep et venait aussi du royaume du Sud. La ville la plus importante du royaume du Sud, c'est Thèbes. Lors du Nouvel Empire, Thèbes, c'est la capitale religieuse du pays. C'est là où va être construit le temple de Luxor, le temple de Karnak, la vallée des rois, la vallée des nobles, le temple de Hatshepsut, etc. Dans les villes
ou dans les provinces ou les principales régions, je devrais dire, il y avait souvent une divinité locale qui était vénérée par ses habitants. À Thèbes, la divinité locale, c'est le dieu des forces invisibles Ammon. Lors du Moyen Empire, c'est probablement le premier moment où on verra la fusion du dieu soleil Ra avec le dieu des forces invisibles Ammon. Il se passe quelque chose là, avec cette localité-là. C'est pas une coïncidence que c'est la deuxième fois qu'un roi du Sud réussit à faire régner l'ordre divin en Égypte. Par contre, c'est pas lors du Moyen Empire que la fusion, je devrais dire le combiné Ammon-Ra va devenir la divinité la plus populaire en Égypte. C'est encore le dieu soleil Ra. Par contre, avec Amos qui réussit pour une troisième fois à unifier l'Égypte, et lui aussi vient de la région du sud, et bien là, le combiné Ammon-Ra va devenir la divinité la plus importante en Égypte lors du Nouvel Empire. À la mort de Amos, son successeur Amenhotep Ier va être le prochain pharaon. Amenhotep Ier va se souvenir que lors de la première période intermédiaire et de la deuxième période intermédiaire, les temples mortuaires des pharaons et les pyramides vont avoir été pillés. C'est relativement facile pour les pilleurs, dans le cas d'une pyramide, de savoir que le trésor du pharaon se trouve à cet endroit-là. Il va alors demander que son temple mortuaire soit séparé de sa tombe, de sorte que son trésor soit protégé, advenant que l'Égypte se fasse à nouveau envahir par des intérêts étrangers ou que la société tombe dans une guerre civile. Le prochain pharaon, en fait, les prochains pharaons vont tous suivre son exemple et vont séparer leur temple mortuaire de leur tombe. Le prochain pharaon va être Thoutmôsis Ier. Lors de son règne, c'est là où est-ce que le territoire égyptien va être à son maximum. Au nord, il va se rendre jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Au sud, avec l'armée, il va se rendre jusqu'au 4e cataracte dans le territoire des Nubiens. Il va accumuler des ressources, puis un trésor, et puis il va même aller plus loin. Il demande à Inanni de lui trouver un endroit secret où est-ce que sa tombe va être située. Inanni choisit un endroit qui va être appelé plus tard la vallée des rois, puisque c'est là que les prochains pharaons vont se faire enterrer. C'est un endroit à Thèbes, la capitale, je vais dire, religieuse de l'Égypte à ce moment-là. C'est situé sur le côté ouest du Nil. L'ouest étant l'endroit où est-ce que le soleil meurt à chaque jour et où est-ce que les Égyptiens pensent aller à leur mort. Un endroit désertique où est-ce que personne n'habite, un endroit tranquille. Et puis, il y a une montagne à cet endroit-là qui fait un peu office de pyramide naturelle. Avant de parler de la prochaine pharaon Hatshepsut, parlons de quelques divinités à travers la théorie de la création du monde selon Atum-Ra. Le point initial, c'est une mer d'eau infinie, cachée et sans lumière. De cette mer, un dieu s'est créé par lui-même du nom de Atum. Atum, c'est le dieu des forces du bien. Malheureusement, lors de sa création par équilibre des forces, le dieu Apophis, qui est le dieu des forces du mal, est aussi créé. Tout ce que Atum crée, Apophis le détruit, et vice-versa. Ils se battent continuellement pendant des milliers d'années pendant que aucun ne réussit à prendre le dessus sur l'autre. Mais un jour, Atum réussit à prendre le dessus sur Apophis. Il ne réussit pas à le tuer, malheureusement, mais il réussit à sortir de la mer primordiale et à créer le soleil. En fait, il s'est transformé en dieu soleil Ra. À partir de ce moment-là, Atum puis Ra vont être la même personne.
Ensuite, le dieu soleil Ra va créer le dieu de l'air Shu et la déesse de l'humidité Tefnut. Un jour, Shu et Tefnut vont décider d'aller explorer la mer primordiale. Malheureusement, ils sont allés tellement loin dans leur quête que Ra les perd de vue. Le dieu soleil craint que Apophis trouve ses enfants et décide de les détruire. Il est inquiet de cette situation-là. Alors, il va demander à son œil, à l'œil de Ra, d'aller partir en quête de ses enfants et de les ramener. Pendant ce temps-là, le dieu soleil Ra est privé de lumière, donc il crée le dieu lunaire Thoth, qui est aussi le dieu de l'écriture, de la sagesse et de la connaissance. L'œil de Ra finit par trouver Shu et Tefnut. Il les ramène auprès de son père. Mais l'œil de Ra est fâché et triste de voir qu'il a été remplacé aussi facilement. Et puis il décide de quitter Ra, puis d'aller dans la mer primordiale. Ra est conscient, oui, c'est vrai que Thoth lui rend de bons services, mais que pour battre Apophis, il va avoir besoin de son œil. Donc il convainc Thoth de lui donner une quête qui est de ramener l'œil de Ra. Thoth, avec toute son intelligence, réussit à trouver l'œil de Ra. Et avec toute sa sagesse, réussit à le convaincre de revenir auprès du dieu soleil. Shu et Tefnut vont avoir 2 enfants. Geb, le dieu de la terre, et Noth, la déesse du ciel. Ces derniers-là vont tomber follement amoureux. Un amour fusionnel. Dans cette folie-là, Noth, elle mange les étoiles. Afin de prévenir d'autres folies du genre, le dieu soleil Ra demande à son fils Shu, le dieu de l'air, de séparer Geb, le dieu de la terre, de sa sœur et épouse, la déesse du ciel, Noth. Par contre, le couple a tout de même réussi à avoir 4 enfants. Osiris, qui va être le premier pharaon. Isis, qui est sa sœur ou qui sera aussi l'épouse de Osiris, la déesse de la magie et de la vie. Seth, le dieu du chaos et de la violence, des étrangers et du désert, qui va aussi être l'époux de sa sœur Nephthys, qui est la déesse de la protection des corps des défunts. Le premier roi d'Égypte, c'est Osiris. C'est le meilleur pharaon de tous les temps. Il réussit parfaitement à maintenir la paix, l'ordre et la justice, symbolisés par la déesse Maat. Il est tellement bon qu'il se permet de quitter l'Égypte pour aller répandre ses connaissances dans le reste du monde. Son frère Seth est jaloux. Il est jaloux de ses accomplissements, il est jaloux du fait que son frère soit le roi d'Égypte. Le plan de Seth, c'est d'éliminer Osiris pour devenir le roi. Pour ce faire, il confectionne un cercueil, il organise un banquet, et lors du banquet, il veut donner le cercueil à l'invité qui va fitter parfaitement dans celui-ci. Tout le monde l'essaye, personne n'a un fit parfait, et vient le temps d'Osiris. Et quand Osiris est dans le cercueil, Seth cloua celui-ci et il le jeta dans le Nil. Isis, la femme d'Osiris et sa sœur aussi, apprenant la nouvelle, veut retrouver son mari. Réussit à le retrouver, mais il est trop tard. Osiris est déjà mort. Par contre, Seth a suivi Isis, et puis il est furieux de savoir que Isis a retrouvé Osiris. Il sait très bien que Isis a les pouvoirs pour le ramener à la vie. Et ne pouvant contenir sa colère, il
il a brisé le corps d'Osiris en plusieurs morceaux et puis il a éparpillé ces morceaux-là à travers l'Égypte. Isis est peiné de ça et demande à sa sœur Nephthys de l'aider à récolter les parties d'Osiris à travers l'Égypte. Avec le temps, ils réussissent à trouver tous les morceaux, sauf son pénis. Afin de le ramener à la vie, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. Premièrement, ça prend toutes les parties du corps. Donc, pour le pénis, ils n'ont pas eu le choix d'utiliser un morceau de bois. Deuxièmement, il faut que le corps ait un aspect normal de corps humain. Donc, avec les parties d'Osiris, ils ont créé la première momie en enroulant avec des bandelettes les morceaux. Et puis la troisième partie qui était aussi essentielle pour ressusciter, c'est que son corps soit enterré en Égypte. C'est aussi pour ces raisons-là que les Égyptiens n'auront pas de colonies étrangères, de peur que si on meurt, on ne puisse ressusciter. Alors Osiris sera enterré en Égypte. Ayant réuni toutes les conditions, Isis réussit à ramener Osiris à la vie. Par contre, il est trop faible pour régner sur le monde des vivants, alors il deviendra le dieu du royaume des morts. Malgré tout, Isis réussit à avoir un fils avec Osiris qui s'appellera Horus. Et puis, puisqu'Osiris est mort et qu'il y a un fils légitime, ça se trouve que dans la lignée hiérarchique, ce serait lui qui devrait être le prochain pharaon. Et puis pour cette raison, Isis va vouloir cacher l'existence d'Horus de son oncle Seth, de peur que Seth décide de tuer Horus. Pendant ce temps-là, Nephthys veut avoir un fils. Malheureusement, son mari Seth n'est pas en mesure de procréer. Alors pour cette raison, elle transforme son aspect et devient une copie conforme de Isis. Et puis elle a un fils avec Osiris et son fils sera Anubis, le dieu de la momification. Horus grandit, devient adulte, apprend l'histoire que son oncle Seth a tué son père Osiris et il veut le venger. Alors il commence une bataille contre Seth. La bataille dure 80 ans. Lors de celle-ci, Seth arrache l'œil de Horus. Mais heureusement, Thoth réussit à réparer l'œil de Horus. Horus est vainqueur du combat. Par sa clémence, il décide de garder Seth en vie. On se souviendra que Apophis, l'ennemi juré de Atum, est en vie. Et puis Seth aussi. C'est un peu une moralité que bien des belles choses existent dans le monde, les forces du mal vont toujours exister. Et puis comme punition, Seth va devoir accompagner Ra, le dieu soleil, lors de son voyage céleste à tous les nuits et va devoir le protéger avant qu'il puisse renaître le lendemain. Comme on a pu voir dans la théorie de la création du monde selon Atum, plusieurs couples, voire même tous les couples dans ce cas-là, étaient formés par un frère et sa sœur. C'est peut-être pour conserver un maximum de sang divin, mais le fait de marier quelqu'un qui était dans sa famille, voire même une sœur ou une demi-sœur, ou même une belle-mère, ça s'est déjà vu, c'était pas un enjeu moral pour la civilisation égyptienne. C'est quoi la règle de succession quand un pharaon meurt? Un pharaon peut avoir plusieurs épouses, mais elle va avoir une grande épouse royale. S'il a un fils avec celle-ci, ça va être lui qui va être son premier héritier. Si lui meurt, il deviendra le prochain pharaon.
Si jamais le pharaon a seulement des filles ou n'a pas d'enfants avec sa grande épouse royale, eh bien, ce sera un de ses fils qu'il aura avec une épouse secondaire. Et c'est pas rare que ce fils-là, qu'il aura avec une épouse secondaire, va marier sa sœur ou en fait une demi-sœur qu'il aurait avec la grande épouse royale. Dans le cas de Toutmoses Ier, il y a eu une fille avec sa grande épouse royale, Hatshepsut. Donc, lors de sa mort, ce ne sera pas elle qui va lui succéder comme pharaon. Ça va être son fils, Toutmoses II, qui a eu avec une autre épouse. Toutmoses II va épouser Hatshepsut. Et puis, le règne de Toutmoses va durer environ une quinzaine d'années. Alors, Hatshepsut sera la grande épouse royale de Toutmoses pendant ces 15 années-là. Donc, tout le monde est au fait que Hatshepsut est une femme. Lors de la mort, en fait, à la mort de Toutmoses II, son successeur va être Toutmoses III, son fils. Par contre, celui-ci va être trop jeune pour régner. Alors, Hatshepsut va être désignée comme étant régente de Toutmoses III. Ça veut dire que c'est elle qui prend les décisions au nom du roi. De façon opérationnelle, ça va être Hatshepsut, bref, qui va gérer le pays lors de ce moment-là. Est-ce que c'est une situation unique en Égypte? Non. Même lors de la période archaïque, Nit-Hotep, ça a été la régente du pharaon Djer, qui était trop jeune pour régner aussi. Même chose avec Mernit et puis le pharaon Djet. Par contre, ce qui va être spécial avec Hatshepsut, c'est que lors d'une cérémonie avec les prêtres de Amon, elle va demander devant tout le monde si elle est bel et bien une pharaon. Et puis les prêtres vont confirmer que Hatshepsut va être une pharaon. Et puis aussitôt que Hatshepsut devient régente de Toutmoses, elle portait l'habit traditionnel masculin du pharaon. Le règne de Hatshepsut va durer environ une quinzaine d'années. Pendant son règne, Hatshepsut va faire une mission commerciale à Punt, qui correspond probablement au pays de l'Érythrée. Elle va accumuler des richesses et puis elle va se faire construire un somptueux temple mortuaire à Deir el-Bahri, à côté de celui de Montuhotep II. Hatshepsut ne fera pas de campagne militaire. Alors, les territoires qui étaient sous l'influence de l'Égypte vont être perdus. On se souvient qu'une des conditions dans la théorie de la création du monde selon Atum pour ressusciter, c'est que son corps soit enterré en Égypte. Donc, pour cette raison-là, les Égyptiens ne vont pas constituer de colonies étrangères de peur que s'il meurt en territoire étranger et que son corps ne soit pas enterré en Égypte, il ne puisse ressusciter. À la mort de Hatshepsut, le prochain pharaon va être bien évidemment Toutmoses III. L'armée n'a pas sorti d'Égypte lors du règne pacifique de Hatshepsut, mais Toutmoses III entend bien reprendre avec les traditions des campagnes militaires que son grand-père Toutmoses I a effectuées. Premièrement, il veut regagner les territoires au nord. Pour se rendre dans le territoire de la Palestine et de la Syrie, il y avait 3 chemins possibles. 2 chemins relativement larges, puis un relativement étroit. Puisqu'il y avait une grande armée, la logique aurait été qu'il aurait pris un chemin large, de sorte que si l'armée a à se battre, puisse se battre sur un plus grand front. Mais Toutmoses III décide que l'armée va passer par le chemin étroit et puis va aller contre la recommandation de ses généraux. Et puis il va même plus loin. Pour prouver sa bravoure, il va marcher dans la première division en avant. Eh bien, l'information a coulé. Les soldats qui étaient postés en Syrie, puis les soldats ennemis qui étaient
postés en territoire de la Syrie puis de la Palestine savaient que l'armée égyptienne allait les envahir. Cependant, ils ont été surpris par la stratégie de Thoutmôsis III. Pour les 18 années qui ont suivi, l'armée égyptienne va retourner en Syrie puis en Palestine et va mener à chaque fois des campagnes militaires victorieuses. Au total, ils vont capturer 350 villes, dont la ville stratégique de Megiddo en Palestine, la ville de Kadesh en Syrie, et va aussi s'emparer de plusieurs ports au Liban. Comme Thoutmôsis I, il va se rendre jusqu'au fleuve de l'Euphrate au nord. L'égyptologue James Henry le surnomme le Napoléon de l'Égypte. Et puis, Claire Lalouette, une autre égyptologue, mentionnait que les soldats mitanniens, à l'arrivée de soldats égyptiens, fuyaient comme des chefs de montagne. Pour le sud, c'est pareil. Il va aller reconquérir les territoires perdus en Nubie. Et comme son grand-père Thoutmôsis I, va se rendre jusqu'au 4e cataracte. À la mort de Thoutmôsis III, c'est son fils, Amenhotep II, qui va être le prochain pharaon. Amenhotep II décide de poursuivre les campagnes militaires. Il va retourner au nord, dans les territoires de la Syrie et de la Palestine. Il va capturer presque 90 000 prisonniers. Il va mettre la main sur leurs biens, ainsi que le bétail qui appartenait à ces derniers. On rapporte que des troupeaux sans fin vont intégrer, grâce à ce pillage-là, l'économie agricole égyptienne. Après le règne et les succès militaires de son père Thoutmôsis III, c'est difficile de se distinguer. Mais Amenhotep II a une idée en tête. Après une campagne militaire fructueuse en Nubie, il revient en Égypte avec les rois nubiens pendus au mât de son bateau, la tête en bas. De sorte que quand le bateau traversant le Nil, tous les Égyptiens sont capables de voir de leurs propres yeux les princes qui ont été battus par l'armée d'Amenhotep II. Celui-ci décide d'accrocher un de ces princes-là dans un temple plus au sud, et les 6 autres vont être accrochés au temple de Karnak, pourrissant au soleil et se faisant manger par des vautours à la vue de tous. Ensuite, après Amenhotep II, il y aura le pharaon Thoutmôsis IV, et il y aura aussi le pharaon qui suivra, qui sera Amenhotep III. À ce moment-là, l'Égypte est une puissance militaire redoutable. Le pays va recevoir des redevances de chaque pays qui l'entoure. C'est une façon, en fait, que les pays... en fait, c'est une entente entre l'Égypte et les pays voisins. Pour que l'Égypte n'envahisse pas leur pays, ceux-ci doivent payer une taxe à l'Égypte. Il va se faire construire un somptueux temple mortuaire en argile, malheureusement, qui ne survivra pas l'épreuve du temps. Mais les 2 colosses qu'il va faire construire vont survivre et sont encore présents aujourd'hui. On les surnomme les colosses de même nom. Amenhotep III, c'est un grand pharaon constructeur, comme les pharaons qui l'ont précédé. Lui aussi, il va contribuer à l'expansion du temple de Karnak. Et c'est aussi lui qui a débuté la construction du temple de Luxor à Thèbes. À la mort de Amenhotep III, ce sera son fils Amenhotep IV qui va être le prochain pharaon. Depuis plusieurs années, l'Égypte a eu beaucoup de succès militaires, a accumulé beaucoup de richesses. Ça va certainement profiter au pharaon, mais pas seulement à lui. Les prêtres qui vont diriger l'administration publique vont aussi s'enrichir lors de cette période, et puis leur pouvoir va aussi augmenter.
Amenhotep IV est craintif par rapport à cette montée en puissance des grands prêtres. Et puis va enclencher une révolution qui est connue sous le nom de période Armana. Lors de cette période, l'ensemble des dieux vont être bannis. Tous les dieux n'existent plus dorénavant. Et puis le seul dieu qui va exister va être le dieu solaire Aton. Donc on passe d'une religion avec plusieurs dieux à seulement un seul dieu, donc la première période monothéiste de l'histoire de l'homme. Ça fera pas l'affaire des grands prêtres, bien entendu. Lors de cette période-là, Amenhotep IV va se faire renommer en l'honneur du nouveau dieu, et puis il portera le nom de Akhenaton. Akhenaton décide de bâtir une nouvelle ville, une nouvelle capitale administrative et religieuse pour l'Égypte en honneur du dieu Aton. Et puis, au niveau de l'art, il va aussi avoir un changement. C'est-à-dire qu'auparavant, les pharaons étaient représentés avec une forme idéalisée. Donc, une statue d'un pharaon va le représenter jeune, beau, musclé, vif. Et puis maintenant, c'est plutôt le réalisme, ça veut dire de représenter le pharaon tel qu'il est avec ses forces et ses faiblesses aussi. À la mort de Akhenaton, ça va être son fils, Toutankhaton, qui va tomber au pouvoir. Il est relativement jeune à ce moment-là, il a même pas 10 ans. Et puis, les gens au pouvoir vont plutôt être, ou ceux qui tiennent vraiment le pouvoir vont plutôt être son vizir ainsi que le général de l'armée. Lors de son règne, qui fut relativement court parce qu'il meurt relativement jeune, les anciens dieux vont tous revenir et puis ce sera la fin du monothéisme en Égypte. Les grands prêtres vont certainement être très contents. Et puis lui va changer de nom. Auparavant, Toutankhaton pour Toutankhamon. Ça n'a pas été un règne qui va passer à l'histoire. Mais une chose à noter, c'est que c'est le seul pharaon dont on a découvert son trésor intact qui n'a pas été pillé lors de l'Antiquité. Et puis c'est un trésor qui est, je dirais, exceptionnel. Donc, sachant que c'est pas un pharaon qui a eu un très grand impact, ni même des faits marquants, on n'a qu'à penser aux pharaons qui ont eu des règnes épiques, à quoi pouvait ressembler leur trésor. Le prochain pharaon qui a eu un grand impact dans le Nouvel Empire, c'est le pharaon Séti Ier. Il va se démarquer à deux niveaux, au niveau militaire et puis aux côtés de ses réalisations architecturales. Du côté militaire, il va repousser et s'emparer de la Libye à l'ouest. Ensuite de ça, il va aussi gagner des victoires militaires en Palestine. Il va s'emparer de la ville de Megiddo. Il va poursuivre son ascension au nord. Il va repousser les Hittites. Va s'emparer de la Syrie et puis de la ville stratégique de Kadesh. Au sud, il va avoir des victoires en Nubie, dans le territoire du Soudan. Et puis, il va mettre la main sur les ressources aurifères de cette région-là. Il va aussi se rendre dans la vallée du Sinaï. Et puis, il va repartir l'exploitation de la pierre précieuse de la turquoise. Avec toutes ces victoires militaires-là, il a accumulé des ressources colossales, bien entendu. Et puis, il va entamer la construction de la salle hypostyle du temple de Karnak. C'est une salle qui va avoir environ 134
colonnes de pierre massives. 122 de ces colonnes-là vont avoir plus que 10 mètres de hauteur. Et puis, les colonnes de l'allée centrale vont avoir plus que 20 mètres de hauteur et puis 10 mètres de diamètre. Les Romains et les Grecs vont considérer que cette salle hypostyle-là est une merveille du monde. En plus de cette salle, Séti Ier va se faire construire 2 temples mortuaires, un à Thèbes, la capitale religieuse, et un à Abydos. Séti Ier s'intéresse à l'histoire et puis dans son temple à Abydos, il va faire rédiger la liste de tous les pharaons qui l'ont précédé, mais bien sûr en excluant le pharaon hérétique Akhenaton et puis Hatshepsut, qui était bien entendu une femme. Finalement, dernier fait sur Séti Ier. Comme tous les autres pharaons du Nouvel Empire, il va se faire construire une tombe dans la vallée des rois. Et puis ce qui est particulier par rapport à cette tombe-là, en plus d'être somptueuse, les hiéroglyphes de sa tombe vont être en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les hiéroglyphes vont sortir du mur. À la fin de sa vie, Séti Ier va gouverner avec son fils héritier Ramsès II. Ramsès II, c'est un pharaon qui va détenir plusieurs records. Et puis, si je pouvais qualifier son règne en un seul mot, je dirais extravagance. Premièrement, Ramsès II mesure environ 6 pieds. La moyenne des Égyptiens à ce moment-là, c'est 5 pieds. Donc, il dépasse tout le monde de 1 pied. Ramsès II va mourir à 92 ans. Son règne a duré 67 ans. Puis l'espérance de vie à ce moment-là va être entre 30 et 40 ans. Ramsès va avoir 8 épouses. 2 de celles-ci vont être ses filles. Ramsès va avoir plusieurs dizaines, peut-être même une centaine d'amis avec bénéfice. Les rapports officiels mentionnent que Ramsès aurait au moins 50 fils et au moins 50 filles. Ramsès a une grande épouse royale. Son épouse préférée s'appelle Néfertari. À ne pas confondre avec Néfertiti, qui est la grande épouse de Akhenaton. Malheureusement pour Ramsès II, Néfertari va mourir relativement jeune, mais puis Ramsès va lui construire une somptueuse tombe dans la vallée des Reines. Au début de son règne, Ramsès va se concentrer sur le volet militaire. Il va repousser les Libyens. Il va aussi repousser les peuples de la mer, une coalition qui se bat dans la mer Méditerranée. Au sud, en Nubie, les récits rapportent que Ramsès aurait vaincu seul des victoires contre les Nubiens. Probablement que c'est une exagération, bien entendu. Au nord, par contre, il se bat contre les Hittites et puis ça va être plutôt match nul. À ce moment-là, les Hittites aussi se battent contre les Assyriens. Ils en ont plein les bras. Et vont proposer à Ramsès de faire un traité de paix entre eux et les Égyptiens. Ramsès accepte. Le premier traité de paix au monde va être signé. Et pour célébrer ce moment-là, eh bien, Ramsès va épouser une femme hittite. Et puis 10 ans plus tard, le traité va être toujours actif. Et puis pour célébrer ça, eh bien Ramsès va épouser une autre femme hittite. La situation géopolitique est relativement stabilisée. Et puis Ramsès peut entamer sa phase de construction qui va être colossale. Premièrement, il va ériger une nouvelle capitale, une nouvelle ville qui va s'appeler Pi-Ramsès,
qui va être plus proche du Moyen-Orient. Il va finaliser la salle hypostyle du temple de Karnak, commencé par son père Séti Ier. Ramsès va aussi construire le fameux temple de Abu Simbel au sud, à même une falaise. Il va tailler 4 statues géantes de lui-même. Ramsès va aussi contribuer au temple de Luxor. Il va y ajouter une salle hypostyle. Il va aussi ajouter 2 obélisques ainsi que 4 statues de lui-même. Parlant de statues, Ramsès ne manquera pas de usurper les statues des autres pharaons en y imposant tout simplement son nom. Au niveau des temples, Ramsès va se faire construire un gigantesque temple mortuaire à Thèbes de 100 000 mètres carrés avec plusieurs statues de lui-même, donc avec une qui mesure 8 mètres de hauteur et pèse environ 1000 tonnes. Sachant tous ses accomplissements, sachant toute la richesse que Ramsès a pu accumuler, sachant à quel point la tombe de Toutankhamon, en fait, son trésor était somptueux, sachant qu'il n'y a pas eu un très gros règne. On ne peut que fabuler sur l'étendue de son trésor. Le règne de Ramsès II va être marquant pour le reste du Nouvel Empire. En fait, tous les pharaons qui vont suivre vont vouloir ou porteront le nom de Ramsès. Le dernier grand règne d'un pharaon au Nouvel Empire, c'est celui de Ramsès III. Au niveau militaire, il va être capable de repousser les attaques libyennes. Il va être capable de repousser, voire même anéantir le peuple de la mer, cette confédération de peuples qui se bat sur la Méditerranée. Il va se construire, se faire construire, je pense pas qu'il l'ait construit de ses propres mains, un super beau temple funéraire à Médine Abou. Cependant, les combats militaires vont coûter relativement cher au Trésor national. Et puis à ce moment-là, les récoltes agricoles sont relativement faibles, voire même insuffisantes pour nourrir correctement l'ensemble du peuple égyptien. Et puis il y a un sentiment de grogne qui va en découler. À la fin de son règne, il y en a certains qui vont comploter pour assassiner Ramsès III. C'est pas clair à savoir s'il est mort de façon naturelle ou s'il y a une tentative d'assassinat qui a été fructueuse, mais lorsqu'on complote pour assassiner un pharaon, c'est jamais bon signe. Si on fait un pas en avant, le règne de Ramsès V est relativement court. Puis une chose particulière, c'est que bien que son règne n'a rien de flamboyant, c'est comme s'il y avait une nouvelle mentalité au sujet des pharaons, comme quoi on est incapable d'avoir un règne glorieux. Et bien, il capitalise sur se faire quand même une tombe funéraire qui va être grandiose. Pour essayer d'avoir une vie dans l'au-delà qui va être extraordinaire. Son règne va être relativement court, et puis le prochain pharaon qui va suivre va être Ramsès VI. Ramsès VI va réussir à repousser les Libyens et les Nubiens aussi. Par contre, les territoires où je dirais l'influence égyptienne au Moyen-Orient, en Syrie et en Palestine et dans le Sinaï vont être perdus. Ça va nuire aux relations commerciales, ça va créer de l'inflation. Et puis, Ramsès VI veut avoir une somptueuse tombe funéraire. Et puis va simplement s'approprier la tombe qui n'a pas été achevée de son prédécesseur Ramsès V pour sa propre tombe funéraire. On fait un autre pas en avant. Lors du règne de Ramsès X, ce dernier n'est pas capable d'empêcher le peuple libyen
d'entrer en Égypte. Et puis l'influence égyptienne en Nubie est malheureusement perdue. Donc les choses ne vont vraiment pas bien pour l'Égypte à ce moment-là. Le dernier pharaon du Nouvel Empire va être Ramsès XI. Son capital politique est très faible, et puis lors de son règne, le général de l'armée du Sud et aussi grand prêtre de Amon, Éribor, va s'autoproclamer pharaon. Donc on a 2 pharaons au même moment qui dirigent l'Égypte, et cela mène au début de la 3e période intermédiaire, donc la fin du Nouvel Empire. Au début de cette période-là, les Libyens vont continuer à entrer massivement en Égypte. Ils vont constituer une partie importante de la population du Royaume du Nord. Un bon nombre d'entre eux vont joindre l'armée. Et puis, le général de l'armée, Séchonk I, un Libyen, va réussir un coup d'État. Et puis, les Libyens vont s'emparer du pouvoir en Égypte. Séchonk I va contribuer au temple de Karnak. Il va y construire la plus grande façade en utilisant une technologie fort avancée qui consiste en un plan incliné fait avec des briques d'argile. Lors du règne des Libyens, le chameau va être domestiqué en Égypte. Environ 200 ans après le début de leur règne, par contre, il y a une situation assez chaotique dans le pays, c'est-à-dire que il y a plusieurs rois, plusieurs grands prêtres qui vont gouverner différentes parties du pays. Ça va créer un certain chaos en ce qui a trait à l'administration publique et puis en ce qui a trait à l'armée. La Nubie prend conscience de cette situation-là. Le roi nubien Pille, avec son armée d'archers bien formés, va marcher vers l'Égypte. Les Libyens vont consolider leurs forces pour se battre contre la Nubie. Et puis la Nubie va sortir victorieux. Et puis les Nubiens vont s'emparer de l'Égypte. Plusieurs fois dans l'histoire, l'Égypte a mené des campagnes militaires fructueuses contre la Nubie. Cette fois-ci, l'histoire est inversée. Malheureusement pour les Nubiens, c'est pas un règne qui va être très long. Au Moyen-Orient, les Assyriens sont une force très grande et en puissance. Et puis, ils vont vouloir envahir l'Égypte et en fait, ils vont être supérieurs aux Nubiens. Et puis, les Nubiens n'auront d'autre choix que de battre en retraite. Ça va être le roi Ashurbanipal qui va régner qui va sortir victorieux en fait de ce combat-là. Les Assyriens vont être sans pitié envers les Égyptiens. Ces derniers vont tenter une révolte. Malheureusement pour eux, la révolte ne fonctionnera pas. Et puis, comme punition, eh bien, tous les nobles vont être tués. Toujours au Moyen-Orient, il y a aussi 2 forces qui montent en puissance. Babylone et puis l'Iran. Ces deux-là vont former une coalition pour se battre contre les Assyriens. Et les Assyriens, ultimement, vont être vaincus. À ce moment-là, un général du Royaume du Sud, toujours le Royaume du Sud, qui s'appelle Psantik, va réussir à chasser les Assyriens et puis va s'emparer de l'Égypte. Et ça va marquer le début de la basse période, qui est un peu une continuité de la 3e période intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une période qui est relativement chaotique. Des périodes d'indépendance, oui, mais aussi entrecoupées par des invasions étrangères. Finalement, au Moyen-Orient, toujours, c'est les Perses qui vont avoir le dessus sur Babylone. Et puis, moins de 100 ans plus tard, ils vont envahir l'Égypte et vont être victorieux dans leur tentative.
Les Perses aussi vont être relativement sans pitié envers le peuple égyptien. Un peu plus tard, dans l'histoire, un général de la vallée du Nord, cette fois-ci, le général Nectanebo, va employer une stratégie différente. Il va engager des mercenaires grecs pour joindre l'armée égyptienne et va réussir à renverser les Perses en Égypte. Mais ce sera pour une courte durée parce que 40 ans plus tard, les Perses vont être de retour en Égypte et vont vaincre les Égyptiens à nouveau. Et comme à tous les fois que l'Égypte est envahie par des intérêts étrangers, eh bien, les temples sont à nouveau pillés. Un peu plus de 300 ans avant Jésus-Christ, en Grèce, le roi Philippe II a eu un fils qui s'appelle Alexandre III. Ce dernier va être plus tard nommé Alexandre le Grand. Alexandre reçoit une éducation exceptionnelle. Il va notamment étudier les stratégies militaires et il va avoir un professeur qui est célèbre, nul autre que Aristote. Lorsque son père meurt, c'est Alexandre qui va être le général de l'armée grecque. Alexandre ne se contentera pas de regarder ses hommes combattre, il va combattre à leur côté. Alexandre a des grandes ambitions, une d'entre elles c'est l'Égypte. Alors avec son armée il marche et puis il va réussir à chasser les Perses de l'Égypte. Les Égyptiens vont être très contents puisque les Perses maltraitaient les Égyptiens. Et puis Alexandre va être un bon pharaon pour les Égyptiens et ça va être apprécié. Depuis un certain temps, c'est une tradition en Égypte que pour confirmer le nouveau pharaon, eh bien c'est l'oracle de l'oasis de Siwa qui le confirme. Et puis Alexandre se rendra à l'oasis et puis l'oracle va confirmer que Alexandre est bel et bien un pharaon. Alexandre va construire une nouvelle capitale en Égypte qui s'appellera Alexandrie, située stratégiquement entre l'Afrique, le Moyen-Orient et touchant à la mer Méditerranée. Ça va devenir la ville de l'Antiquité la plus riche en raison de ses activités commerciales et ne sera dépassée plus tard que par Rome. Alexandre, comme je disais, avait de grandes ambitions. Il ne s'arrêtera pas à l'Égypte et part en croisade pour une dizaine d'années au total avec son armée. À un certain point, aux portes de l'Inde, son armée est fatiguée de se combattre, veut revenir à la maison. Alexandre aurait préféré continuer, mais décide quand même la décision de son armée de rentrer à la maison. Malheureusement, lors du chemin du retour, Alexandre va contracter la fièvre, va mourir à Babylone, âgé de seulement 33 ans. Et en date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé où est sa tombe. Alors, qui succédera à Alexandre le Grand? Alexandre a un fils, Alexandre IV. Et puis, il a aussi un demi-frère, Philippe III. Malheureusement, ces derniers vont être assassinés. Et ce sera le général de l'armée, Ptolémée I, qui va être le prochain pharaon. Et puis, malheureusement pour l'Égypte, les prochains rois grecs, les prochains pharaons, ne seront pas aussi cléments envers les Égyptiens. Ils vont traiter l'Égypte progressivement de plus en plus comme étant une business. C'est-à-dire qu'ils vont taxer les Égyptiens, ils vont exploiter ses ressources agricoles. La culture en Égypte va être certainement très affectée par les Grecs. La langue officielle pour faire des affaires va devenir le grec.
Et puis, va être introduit aussi la monnaie pour faire des affaires. Donc, c'est fini faire du troc. Tel que mentionné, le prochain pharaon après Alexandre le Grand, c'est Ptolémée I. Ptolémée I a été un pharaon visionnaire, un pharaon constructeur aussi. C'est sous son règne qu'a été commencée la construction du fort d'Alexandrie. Le fort atteignait une hauteur de 134 mètres. Malheureusement, l'électricité n'est apparue que 2000 ans plus tard et il fallait qu'un feu perpétuel soit alimenté. Et puis, grâce à un miroir, celui-ci était visible à environ 50 km à la ronde. Ptolémée I ne s'est pas arrêté là. Il a entrepris aussi la construction de la bibliothèque d'Alexandrie. Une chose positive pour le peuple égyptien, c'est qu'auparavant, la connaissance et le savoir étaient seulement réservés aux prêtres. Eh bien, il y a eu un switch qui s'est fait. La bibliothèque était ouverte au public. Et puis Alexandrie va être reconnue non seulement pour ses activités commerciales, mais aussi comme étant un centre de partage et de connaissances. Après Ptolémée I, le prochain pharaon a été Ptolémée II. Lui, il a terminé la construction du fort d'Alexandrie ainsi que de la bibliothèque. Malheureusement, à ce jour, on n'a retrouvé aucune trace de cette bibliothèque-là. Et puis, à cause d'un tremblement de terre au 14e siècle, eh bien, il n'y a plus de fort d'Alexandrie, qui était une des anciennes merveilles du monde. À son époque, il y avait environ un demi-million de personnes qui habitaient à Alexandrie. La majorité était d'origine grecque. Et puis pour l'Égypte au complet, on comptait environ 7 millions d'habitants. Son successeur a probablement été le dernier bon pharaon de la période grecque, Ptolémée III. Vous l'aurez deviné, il y a une certaine suite. Tous les rois vont s'appeler Ptolémée. Et puis Ptolémée III va commencer la construction du temple d'Horus à Edfou. Et puis on a retrouvé un décret qui annonce qu'il y a eu une certaine révolte auprès des Égyptiens. Et puis Ptolémée III a décidé d'abaisser les impôts en Égypte. Et puis lorsque la crue du Nil a été moins élevée et puis la production agricole a été inférieure et puis qu'il y a eu un épisode de famine, eh bien Ptolémée III a acheté du grain à l'étranger pour combler les besoins alimentaires de son peuple. Le successeur de Ptolémée III va être Ptolémée IV. Les choses commencent à se gâter. Premièrement, il va assassiner sa mère ainsi que sa tante. Ptolémée IV ne sera pas intéressé aux affaires qui se déroulent en Égypte. Il y a 3 choses pour lui qui est important dans la vie. Manger, boire d'alcool et avoir des relations sexuelles. C'est une vie de déchéance et puis son style de vie va le rattraper et puis il va mourir lorsqu'il avait environ 40 ans. Son successeur va être Ptolémée V. Avant de résumer ce qui s'est passé dans son règne, c'est important de dire que c'est sous son règne qu'a été écrit la pierre de Rosette, un texte qui va remercier le pharaon. Et puis pour mettre en perspective historique pourquoi la pierre de Rosette est importante, Napoléon veut en apprendre davantage sur l'Égypte. Et puis, dans les années 1790, il va envoyer un contingent de scientifiques pour en apprendre davantage sur l'histoire du pays. Et puis, ces derniers vont retrouver la pierre de Rosette. Vers les années 1820, Jean-François Champollion va réussir à déchiffrer les hiéroglyphes.
Il se rend compte que sur la pierre de Rosette, il y a 3 textes qui sont écrits avec 3 langues différentes, mais chacun est un texte identique. Ces langues-là vont être bien sûr les hiéroglyphes, les démotiques, qui est une sorte simplifiée des hiéroglyphes, ainsi que le grec. Qu'est-ce qu'on a à retenir d'autre lors du règne de Ptolémée V? Eh bien, ce dernier ne s'intéressera pas aux affaires de son pays. Il va s'endormir lors des événements politiques et sociaux, et puis qu'il est obèse. Pour ce qui est de son successeur Ptolémée VI, on retiendra aussi qu'il est obèse. Et pour Ptolémée VII, eh bien, ce dernier va être assassiné lors de la première année qu'il accède sur le trône de l'Égypte. Le prochain pharaon va être Ptolémée VIII. C'est le frère de Ptolémée VII. À la mort de Ptolémée VII, Cléopâtre II, son épouse, et aussi sa sœur, va épouser son autre frère, Ptolémée VIII. Ptolémée VIII était gros, et puis il va se faire surnommer par les Égyptiens le Gros. Le courage, c'était pas sa principale qualité. Lors d'une révolte interne du peuple égyptien, il va aller se réfugier à Chypre. Pendant ce temps-là, sa sœur va prendre le contrôle en Égypte, et puis lui, ça va le rendre furieux. Pour se venger, à l'anniversaire de Cléopâtre II, il va faire assassiner leur fils, il va le faire démembrer, et puis il va envoyer les parties de ce dernier à son épouse. Le prochain pharaon qui va suivre va être Ptolémée IX. C'est bien, il va faire construire le temple d'Hathor à Dendera. Par contre, lui aussi ne sera pas très courageux. Il va aussi s'exiler à Chypre lorsqu'il va être accusé de tentative de meurtre contre sa mère. Pour ce qui est de Ptolémée X, eh bien, ce dernier va être tellement obèse qu'on dit qu'il a besoin d'une personne pour l'aider à se déplacer lorsqu'il marche. Le prochain pharaon va être Ptolémée XI. Il va reprendre presque une tradition familiale, soit celui de tuer un membre de sa famille, et puis il va faire tuer sa tante. Malheureusement, sa tante était une personne très populaire auprès des Égyptiens, et puis le karma va le rattraper. Et puis à peine un mois, lorsqu'il est pharaon d'Égypte, eh bien, il va se faire assassiner. À la mort de Ptolémée XI, ce dernier n'a pas de fils héritier. Alors il faut remonter jusqu'à Ptolémée IX, qui a eu un fils illégitime, Ptolémée XII. Et puis ce sera ce dernier qui va être désigné comme le prochain roi d'Égypte. Ptolémée XII va être surnommé le bâtard. À ce moment-là, il y a une superpuissance qui est dominante. Il s'agit de Rome. Ptolémée XII sait que Rome pourrait envahir l'Égypte et puis que l'Égypte n'a pas les forces militaires nécessaires pour se défendre contre Rome. Alors il fait un accord avec Rome pour ne pas être envahi. Il va promettre à Rome des ressources agricoles et des ressources monétaires. Par contre, il va un peu trop loin. Et puis, tel un citron qui se fait presser, eh bien, quand le citron est trop pressé, il n'y a plus de jus qui sort. Et puis, la population va se révolter de se faire exploiter par cette taxe-là que l'Égypte doit verser à Rome. Ptolémée XII va répéter ce que certains de ses ancêtres ont fait. Il n'affrontera pas la musique et va décider de s'exiler, cette fois-ci à Rome. Ça va être une de ses filles, Bernice, qui va gouverner lorsque ce dernier va être en exil.
Une femme qui gouverne, c'est jamais très bien vu à ce moment-là. Elle va être forcée de marier son cousin. Et puis elle répétera une tradition aussi familiale. Peu de temps après le mariage, elle va faire assassiner son cousin afin de gouverner seule à nouveau. Ptolémée XII veut revenir en Égypte. N'accepte pas que ce soit sa fille qui gouverne à sa place. Il va demander à Rome un support militaire, des soldats, ce qui va lui être donné. Et il va revenir en Égypte et il va être victorieux dans son combat. Suite à sa victoire, il va faire tuer sa fille Bernice. Et puis, lorsque Ptolémée XII va mourir, ce dernier avait d'autres enfants, et ce sera Cléopâtre VII Philopator ainsi que son petit frère Ptolémée XIII qui vont être désignés comme étant les prochains rois et reines de l'Égypte. Ptolémée XIII a aussi un régent puisqu'il est très jeune. Il s'agit de Pothinus. Alors, dans les faits, c'est Cléopâtre, Ptolémée XIII ainsi que Pothinus qui vont être en charge de gouverner l'Égypte à ce moment-là. Cléopâtre est éduquée, elle est intelligente et puis elle sait parler l'égyptien. Pour cette raison-là, Pothinus va craindre l'influence que Cléopâtre pourrait avoir et puis il va monter le peuple égyptien contre elle et elle sera forcée de s'exiler en Syrie. À Rome, il y a un trio qui gouverne la République, formé par Julius César, Pompée le Grand et Marcus Crassus. 5 ans après le Triumvirat, Marcus Crassus va être tué par les Parthes en Iran. Et puis, il ne va rester que le duo de Jules César et Pompée le Grand. Il y a une lutte entre ces deux-là qui est flagrante, même plus grand que ça. Il y a littéralement une guerre civile qui oppose les partisans des deux partis. Et puis ce sera Jules César qui va être victorieux. Pompée le Grand décide de s'exiler en Égypte. Et puis Pothinus va faire tuer Pompée le Grand et puis va offrir la tête de ce dernier à Jules César lors de son voyage en Égypte. Pendant ce temps-là, Cléopâtre veut retourner en Égypte. Elle veut convaincre Rome que ça devrait être elle qui gouverne ce pays. Et puis elle veut absolument parler à Jules César. Son plan, sa stratégie, c'est de se faire enrouler dans un tapis et d'offrir ce tapis à César pour se ramasser face à face avec lui pour lui exposer sa vision des choses. Son plan fonctionne, elle se retrouve devant César et César est conquis autant par l'intelligence de Cléopâtre, les femmes romaines n'étaient pas aussi éduquées à cette époque-là. Et puis il est aussi conquis par la beauté de Cléopâtre. Et puis, bref, il se fait convaincre que Cléopâtre devrait être celle qui dirige en Égypte. Alors, pour ce faire, Jules César entreprend une bataille contre l'armée de son frère Ptolémée XIII ainsi que Pothinus. Et puis, Jules César et Cléopâtre vont être vainqueurs. Dans cette bataille, Pothinus va être tué. Et puis on rapporte que Ptolémée XIII serait mort noyé en tentant de fuir. Ce qui se produit après, c'est que Cléopâtre s'en va vivre avec Jules César à Rome. César ne cache pas sa relation. Ils vont avoir un fils ensemble qu'ils vont nommer Césarion.
Mais c'est ça, puisque Cléopâtre était vue comme étant une reine étrangère, elle ne sera pas très populaire par le peuple romain. Et puis 2 ans plus tard, Cléopâtre et Césarion vont retourner en Égypte. Pendant ce temps-là, Jules César reste à Rome. Ses idées de grandeur font peur à plusieurs sénateurs et puis malheureusement pour lui, il sera assassiné. À la mort de Jules César, l'héritier de la République de Rome est Caius Octavius. Ce dernier va se joindre aux généraux Marcus Antonius et Marcus Lepidus pour former le deuxième triumvirat qui va gouverner la République de Rome. Lors de l'époque de Jules César, ce dernier était en relation avec Cléopâtre. C'était clair que l'Égypte et Rome avaient des intérêts qui étaient bien alignés. Rome se questionne maintenant à savoir si l'Égypte est autant loyale à Rome qu'auparavant. Et puis Marc-Antoine est en charge de cette mission. Il sera en Égypte. Cléopâtre est intelligente et elle utilise tout son charme pour utiliser la même technique qu'elle a faite avec Jules César pour que Marc-Antoine tombe amoureux d'elle et ce sera le cas. Ils vont même avoir 2 enfants ensemble, un fils et une fille. Malheureusement pour Marc-Antoine, il doit retourner à Rome pour gérer les affaires de la République. Et puis afin de souder davantage l'alliance entre le triumvirat, eh bien Marc-Antoine va épouser la sœur de Octavius qui s'appelle Octavia. 3 ans plus tard, Marc-Antoine craque. Il est encore amoureux de Cléopâtre, veut la revoir et veut vivre avec elle. Alors, Cléopâtre lui propose un marché. Elle veut se marier avec lui. Elle veut que le prochain héritier sur le trône de l'Égypte soit son premier enfant qu'elle a eu avec Jules César, soit Césarion. Et puis elle s'engage à fournir une aide financière à Marc-Antoine pour qu'il puisse vaincre l'armée parthe en Iran. Les 2 parties acceptent bien évidemment. Du côté de Rome, Octavius et Lepidus ne s'entendent pas sur le partage des territoires en Sicile et en Afrique. Octavius va accuser Lepidus de vouloir garder tous les territoires pour lui. Et puis Octavius va réussir à convaincre tous les soldats de Lepidus de le quitter et de se joindre à lui. Ce qui fonctionnera. Ce sera la fin du triumvirat, puisque Lepidus est forcé de quitter sa position. Donc il y a seulement Octavius et puis Marcus Antonius qui vont diriger la République de Rome à partir de ce moment-là. Marc-Antoine décide de faire la guerre aux Parthes en Iran. Et puis malheureusement pour lui, ça va être un échec. Il va perdre 40% de ses soldats, soit environ 100 000 hommes. Néanmoins, ça ne l'empêchera pas de faire une cérémonie un peu plus tard à Alexandrie. Et puis, il va confirmer la fin de son alliance avec Rome. Il va donner à l'Égypte les territoires de l'Arménie, de la Syrie et de la Libye. Et il va aussi confirmer que le prochain héritier du trône d'Égypte va être le premier fils de Cléopâtre, soit Césarion, son premier fils qu'elle a eu avec nul autre que Jules César. La dernière cérémonie de Marc-Antoine à Alexandrie est perçue comme étant une insulte dramatique aux yeux de Rome. Premièrement, pour 2 raisons essentiellement. Premièrement, les territoires qu'il a donnés à l'Égypte
devrait encore appartenir à l'Empire romain. Et puis, deuxièmement, son choix de s'exiler, d'habiter dans une terre étrangère, la fin de son alliance avec Rome et le fait qu'il laisse seul son épouse Octavia et ses enfants à Rome est absolument inacceptable. Il y a aussi une autre chose à mettre en considération. Octavius se sent menacé par l'existence de Césarion. En fait, Césarion, c'est le fils naturel de Jules César, alors que Octavius est le fils adopté de Jules César. Alors, pour ces raisons-là, Octavius va déclarer la guerre à l'Égypte et à Marc-Antoine. À Rome, ça va déclencher une guerre civile entre les partisans des deux partis, Octavius et Marc-Antoine. Environ le tiers des sénateurs vont quand même prendre parti pour Marc-Antoine et pour Cléopâtre. Dans la bataille d'Actium, qui va être la bataille la plus significative, Rome aura largement le dessus sur l'Égypte, qui ne peut constater la supériorité de Rome et sa défaite. Devant un tel fait accompli, c'est trop pour Marc-Antoine. Il décide de se suicider, transpercé d'une épée. On rapporte que son corps aurait été apporté auprès de Cléopâtre et qu'il va mourir dans ses bras. Cléopâtre réalise aussi que c'est la fin de son règne à la tête de l'Égypte et que les choses ne seront plus jamais pareilles. Et elle aussi décide de se suicider. Le mystère plane toujours à savoir si, en fait, par rapport aux causes exactes de sa mort, certains rapportent qu'elle serait morte empoisonnée, certains rapportent qu'elle serait morte par la piqûre d'un serpent venimeux, mais peu importe, Cléopâtre va mourir. Octavius décide aussi de tuer le premier fils de Cléopâtre, Césarion, le fils de Jules César, afin qu'il n'y ait plus aucun doute quant à l'héritage de Jules César. À partir de ce moment-là, c'est la fin de la République de Rome. On parlera plutôt de l'Empire romain à partir de ce moment-là. Et puis Octavius va décider de changer son nom pour Auguste César. Du côté de l'Égypte, eh bien, l'utilisation des hiéroglyphes va être peu à peu abandonnée. Les prêtres n'auront plus vraiment de financement pour continuer leurs activités. Et puis, ce sera la fin de l'Égypte ancienne.